et excellent réveil à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être avec nous ce matin dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars, journée décrétée, journée internationale du bonheur. Alors que vous souhaitez ce matin, si ce n'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'agréables moments autour de vous, beaucoup de bonheur. Et pour tous ceux qui nous regardent, bien sûr, voilà, on souhaite une longue vie jalonnée de bonheur. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes aussi à la veille du 21 mars. Le 21 mars qui coïncide, et vous le savez très bien, avec le solstice qui marque le début du printemps. Et bien sûr, qui dit printemps dit aussi Dame Nature qui fleurit, qui prend vraiment ses plus beaux atours. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de parler de Dame Nature avec notamment des représentants de la Direction générale des forêts qui a mené depuis quelque temps une campagne incroyable et aussi voilà, une grande campagne qui continue. Et demain, ce sera l'occasion justement de marquer la journée internationale des forêts par une grande opération de reboisement lancée déjà depuis pas mal de temps. On en parlera donc avec Madame Hamida Salhi, qui est conservatrice principale des forêts. Et bien sûr, le programme est très intéressant, vous verrez dans ce sens. Alors aujourd'hui, nous parlerons aussi de l'implication de la société civile dans la préservation de la nature et de l'environnement, notamment à travers un exemple, celui d'une association qui s'est fait bien remarquer du côté de Skikda, et pas seulement Skikda, puisqu'elle vraiment travaille et voilà, et les actions sont multiples, même au-delà de la ville de Skikda. Il s'agit de l'association Bariq 21, Skikda Bariq qui veut dire lueur, et donc toutes les lueurs bénéfiques de cette association à vocation écologique voilà, se font ressentir. Cette association prend part aussi à une grande campagne de sensibilisation pour la lutte contre les fléaux de la drogue et l'addiction de manière générale, à ces substances donc, qui ralentissent la vie et qui aussi rendent pénible la vie des personnes. Aujourd'hui, donc, nous parlerons aussi d'une autre association, celle qui veille au grain par rapport à la consommation. Donc, là, comme son nom l'indique, plutôt, ce n'est pas une association, mais une fédération nationale, Fédération algérienne des consommateurs, qui vient justement donner quelques recommandations à la veille du mois sacré de Ramadan. Rappelez-vous que nous sommes à quelques jours aussi du mois du jeûne et bien sûr le jeûne implique beaucoup de gaspillage dans les foyers. On va en parler tout à l'heure avec monsieur Mohamed Toumi, plutôt directeur exécutif de la fédération. Alors aujourd'hui nous aurons aussi un petit carré réservé à l'art, à la douceur, notamment à travers un métier qui se perd de plus en plus, celui de conteur. Nous avons un exemple, justement, celui d'une conteuse, Mina Belmihoub, à l'occasion aussi d'une autre journée qui sera marquée donc, cette semaine. Il s'agit de la journée mondiale du conte, voilà, à laquelle on réserve un petit gros plan à travers la présence parmi nous de Mina Belmihoub. Et puis, nous terminerons en beauté avec des actions remarquables, celle d'une artiste peintre, une plasticienne qui investit les espaces hospitaliers pour offrir ses œuvres aux malades, mais pas seulement. Les médecins et le personnel sanitaire aussi qui a besoin de respirer dans ces milieux ô combien difficiles. Il s'agit de Soraya Melouk dont l'expérience est à relever. Ce matin, on y tenait. Alors merci encore une fois d'être avec nous mesdames, messieurs. Tout de suite, je vous propose de suivre un point météo. Il est signé ce matin Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معا نصنع المستقبل. ومعا نصنع la météo. الأجواء الأحوال الجوية. الأحوال الجوية, voilà. C'est bien. Le temps est beau. Très bien. Pour moi. Oui, les cartes contribuent et la lecture vous revient de droit. Amel Laribi, voilà, je m'en mets les pinceaux, mais j'y arrive. Amel, oui, tout court, ce sera tout plus court, simple. c'est mieux. Voilà. Voilà, Amel, quel temps on aura ce matin? Eh bien, on aura ou cette journée plutôt. Des passages nuageux, c'est pratiquement tout comme le hier pays. un petit peu. Pardon? Un petit peu comme hier. Comme hier, voilà, exactement. Super. C'est un temps stable. Mais...
On y va? Oui, bien sûr. Merci Moi, Radia. ça fait un moment que j'attends. Allez-y, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel sera marqué par des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec quelques pluies éparses cette fois-ci sur le centre et l'est du pays. À noter de la brume matinale sur les hauts plateaux de l'ouest. La moitié sud, eh bien, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des vents assez forts, plus exactement sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, les Oasis, Biabès, Nira, Gardaya, l'Oued, Ouargla, où les vents varient entre 70 à 80 km/h, où la visibilité sera réduite par les soulèvements de sable, donc soyez très prudents. Sous un ciel passagèrement nuageux vers le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central accompagné de quelques pluies, parfois orageuses vers le Sahara central et le Nord-Sahara, des foyers orageux sur le Égard, le Tassili, également le Sahara oriental, avec toujours des vents assez forts vers ces régions qui vont engendrer des monts de sable vers l'extrême sud, le Égard Tassili, le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara central, avec une visibilité très réduite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc soyez très prudents. Les températures, eh bien, quant à elles seront plutôt agréables. Le minimum 13 degrés à Al-Biad, 18 Djelfa, Batna, 17 Tizi Ouzou, également Sétif, 19 Alger Oran, 18 à Annaba, 21 degrés à Tlemcen, 23 Rolizane, 23 également à Gardaya, 22 Béchar, 27 à Biskra, 28 degrés à Tindouf, 26 Insalah également à Tamanrasset, 34 à Ilizi, 33 à Janet, 32 degrés à Borj Bedi Mokhtar et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 38 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes centre et est, mais plutôt calme sur les côtes est, avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h sur les côtes est et les vents seront variables, 20 à 30 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur est, et 30 à 40 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur nord-est. Et on termine suite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h59 et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. moi qui Respirez maintenant. C'est Oui, fait. on respire mieux. C'est vrai, parce que les phrases s'enchaînent sans arrêt. Exactement. Pour aller Prenez vite. le temps de vous hydrater et de savourer aussi la première chanson de cette émission. Il s'agit de Bled Izina avec un groupe qui nous vient justement de l'extrême sud, de cet extrême sud très ensoleillé actuellement, comme disaient les cartes. Et Oui. aussi quelques petits soulèvements de sable, mais pas méchants. Soyez prudents quand même. Pas trop méchants. جنت انت سكالين كره الناس تسغمانين مرهرين ارغمانين سرك الخال ويهكا زرعي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس كل ما اتجاه الهمة تصندس فيه الجنة جدي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بلا النخيل مطافس فالسند يلا ميتلام تنري موهبتنا وانتي سيستولام جنات انت سكالين ترهنت الزغمانين جنات انت سكالين ترهنت الزغمانين لدي انا نبغيك انت بقلبي اهواك ساكن في بالي ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي حفظك لينا لك وتننا ديسنا زنرة من الطاف سفوسية نمدأت جانت ديننا انت دغن وانا الطاف العاد مكسوطة سينجا جانتك لنا قصتي سنولا
تاسيني لنا نتنطق سافلا سنار دفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دنيا أظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تاسيني ونافتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمرو ما يموت بلاد بن مهيدي والشيخ حمود من الطار سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتاي تيزارن هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لانيني وتيانا سوار ومسند سنار دفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن. C'est toujours un plaisir de revoir les immenses vraiment territoires du côté de Janet avec ces groupes qui évoluent, qui apprécient justement cette vie paisible au sud de notre pays. Donc voilà, c'était Bled Zina. Et Bled Zina ne peut pas être Zina sans verdure, sans une belle nature qui rehausse justement ses atours. Et justement, ceux qui veillent au grain, ce sont les différentes directions de forêt qui sont installés dans les 58 wilayas. Mais bien sûr, on va parler un petit peu de ceux qui chapeautent un petit peu tout ça. Il s'agit de la Direction générale des forêts, aujourd'hui représentée sur ce plateau par Madame Salhi Hamida, conservatrice principale des forêts. Bienvenue. Bienvenue et merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir parce que vraiment vous travaillez, vous êtes déployés en fait en tant qu'institution et ses employés à travers le territoire pour permettre la préservation de cette nature qui est aussi l'objet justement de nombreuses discussions à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, donc nous sommes à la veille du 21 mars. 21 mars qui dit 21 mars dit le printemps et c'est là où Dame Nature prend toute sa beauté. Oui, donc la Direction générale des forêts ainsi que les 58 conservations des forêts de Wilaya. Donc nous, bien sûr avec toute la population, nous célébrons le 21 mars. Donc chaque année, depuis 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 21 mars de chaque année comme journée internationale des forêts. Absolument. Donc nous le célébrons. Donc chaque année, nous avons un thème précis à célébrer. Voilà. Donc cette année, c'est les forêts et la santé. Très bien. Avec pour slogan des populations, des forêts saines pour des populations en bonne santé. Excellent. Et c'est vrai que le lien est connu depuis longtemps, mais c'est bien de le rappeler parce qu'on revient aussi de plus en plus à l'introduction d'éléments naturels dans notre médication, la manière de profiter au maximum. Et c'était par exemple pendant la pandémie, on a vraiment mis en valeur tous ces produits naturels issus de la nature et qui ont vraiment des bienfaits avérés. Oui, justement, pas seulement pour ces produits naturels, parce que la forêt, elle fournit des produits, elle fournit des fruits, des plantes médicinales, des produits naturels, comme vous dites. Elle nous offre l'ombre, l'oxygène. Oui, de l'eau, elle purifie l'air, elle purifie l'eau, tout ça. Et donc, nous fournit. En fait, la forêt n'est pas là seulement pour l'alimentation, elle est là aussi pour la santé morale et le bien-être. Absolument, absolument. Donc, se promener en forêt, faire une balade, faire du sport en pleine forêt, tout ça. Ça procure un bien-être mental qui... Ça ressource effectivement de se retrouver dans une forêt dense où on est loin de tout le trafic routier, on est loin du béton, on est loin de tout. Parce que le calme qu'il y a là-bas, on entend le bruit de l'eau, le chant des oiseaux et tout ça, ça apporte beaucoup au bien-être moral. Et comme vous l'avez dit, en fait... depuis le Covid, en fait, la FAO a pensé à réaménager des forêts urbaines.
parce qu'ils trouvent un peu dans la plupart des pays du monde, il n'y a pas assez de forêts urbaines pour permettre aux gens d'aller se respirer, se relaxer, là sans être dans des endroits où c'est vraiment surpeuplé. Tout à fait. Donc voilà. En tout cas, vous vous alignez à cela dans la mesure où vous travaillez déjà depuis pas mal de temps. Avant ces recommandations de la FAO, la Direction générale des forêts a réhabilité beaucoup d'espaces verts urbains, des forêts qui étaient oubliées. Je citerai par exemple, quand on parle d'Alger, celle de Benaknoun, qui n'était pas du tout accessible pendant des années. Et maintenant, c'est un lieu de villégiature pour les familles avoisinantes. Oui. Justement, nous pensons à aménager toutes ces forêts, surtout en milieu urbain ou bien à côté des villes et des agglomérations. D'ailleurs, on va parler de ce programme. Avec plaisir. Donc, comme je le disais, pour ce qui est des forêts et de la santé, on parle aussi de sylvothérapie, c'est-à-dire thérapie par thérapie par les forêts, thérapie par les arbres, thérapie par les plantes. Dans certains pays, ils pratiquent ça, en fait, ça les empêche d'aller... Ça fait partie de leur quotidien. Voilà. Oui, ça empêche quoi? d'aller vers le psychologue, par exemple. Donc, à cette occasion, on a lancé plusieurs messages. Donc, parmi ces messages, les forêts sont une source vitale en matière d'alimentation et de nutrition. Donc, ça, c'est connu. Les forêts sont des pharmacies naturelles, comme vous l'avez dit. Donc, quelques 50 000 espèces de plantes, dont un grand nombre poussent dans les forêts, ont une valeur thérapeutique et pharmaceutique. Aussi, les forêts améliorent notre santé physique et mentale. Passer du temps en forêt accroît les émotions positives et diminue le stress, la pression artérielle, la dépression, la fatigue, et l'anxiété et la tension. Absolument. Voilà. C'est vrai. Une petite marche de temps en temps au cœur d'une forêt, voilà, vaut 1000 médicaments, je dirais. Mais bon, bien sûr, j'exagère. Mais bon, c'est vrai que c'est une sinécure de se retrouver comme ça dans un espace verdoyant, un des multiples poumons que compte Alger et qui sont entretenus avec, bien sûr, l'aide de la Direction générale des forêts. Parce que tout de suite, on se sent mieux. Absolument. Vous avez remarqué, au bout d'un quart d'heure, déjà, on se sent mieux. Absolument. En tout cas, ce sera visible dans le programme tracé pour la célébration du 21 mars, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous avons 2 grands volets. L'un d'eux a d'ores et déjà été entamé, n'est-ce pas? Oui, donc je commence par ce programme. Nous avons le programme qui s'appelle Jardin des Anges. Donc, ce programme, il a été initié avec la radio algérienne Chaîne 3, donc depuis 2008. Tout à fait. C'est la 14e édition. Donc, d'habitude, au début, ils ont travaillé surtout au niveau de la wilaya d'Alger, les forêts de la wilaya d'Alger. Donc, c'est un programme qui se fait avec les enfants pour leur inculquer l'amour de la nature, comment prendre soin de la nature, prendre soin des arbres, comment elle est importante pour l'homme, pour la vie de l'homme et tout ça. Ce sont les citoyens de demain. C'est bien de les préparer, effectivement. Voilà. Et c'est une belle initiative. D'ailleurs, je pense que samedi, ça a été une opération très, très intéressante à travers plusieurs wilayas du pays, où, justement, vous étiez déployés en compagnie des associations et aussi de tous ces citoyens soucieux de l'avenir de la planète et de l'avenir aussi des espaces verts en Algérie. Oui, donc le samedi passé, il y a eu des plateaux à travers plusieurs wilayas, des plateaux en direct à partir de la chaîne 3. Donc, ça s'est fait à partir des wilayas qui ont été touchés par les incendies de 2021. Voilà, 2021. Voilà, donc il y a eu à peu près 11 wilayas, donc je les cite, donc At-Taraf, Guelma, Soughras, Biskra, Djidjel, Constantine, Msila, Alger, Tizi Ouzou, Tipaza, Mostaganem et Oran. Absolument. Donc toutes ces villes ont été touchées par les incendies qui ont ravagé, qui ont aussi détruit pas mal d'espaces forestiers. Et il fallait aussi donc laisser le temps de la cicatrisation à ces forêts. Et aujourd'hui, elles sont prêtes à recevoir de nouveaux arbres, n'est-ce pas? Oui, justement. Donc, en général, il faut laisser un temps de végétation à ces forêts, les forêts qui ont été brûlées pour reprendre. Donc, on leur laisse le temps, 1 année, 2 ans. Et là, on peut envisager une plantation.
Donc, en général, on Moi, j'ai le souvenir justement de cette période qui a suivi ces incendies. Les citoyens se sont mobilisés, croyant bien faire, et se sont mis à reboiser. Et votre campagne a suivi pour dire ce n'est pas encore le moment, temporiser. Et puis, il y a une manière de faire. Quelle est cette manière de faire justement? Oui, justement. En fait, il faut laisser le temps parce que le milieu est très fragile. Les arbres sont brûlés, la litière, la terre est brûlée, même la terre est brûlée. Donc, il faut lui laisser le temps de reprendre. Et il faut qu'il y ait un amendement de la terre. Ensuite, normalement, il y a une reprise végétale, il y a une régénération naturelle. Donc, nous, on préfère qu'il y ait une régénération naturelle. Et là, on assiste à la régénération naturelle. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de régénération naturelle, on procède à la plantation. Voilà, au bout de presque 2 ans, ça y est, on y est, la régénération est là, les petits buissons, les petites feuilles sont apparues sur les arbres qui étaient calcinés au départ. Et donc là, vous êtes prêts. Et vous avez lancé depuis octobre dernier une grande opération de reboisement. Oui, donc généralement, on procède d'abord à une opération d'assainissement. On nettoie la forêt, on enlève les arbres brûlés, tout ça, pour un peu nettoyer la forêt. Donc on lui laisse le temps de reprendre et là, on attend la régénération, ou bien on replante. Donc au niveau d'El Taraf, au niveau de la commune de Berrihan, qui a été très touchée, donc il y a eu la plantation de 5000 plants au niveau de 5 hectares. Excellent. Sinon, au niveau de Soghras, il y a eu à peu près 1000 plants. Généralement, cette opération s'est faite au niveau de forêt, sauf au niveau de Biskra, où la plantation, en fait, cette opération s'est faite au niveau de plantation au niveau d'une école. Donc voilà. Ben voilà, donc c'était très beau, c'était festif, il y avait de l'engouement, il y avait de la mobilisation et ça se poursuit. Donc demain, je pense que ce sera une grande journée aussi de reboisement. Oui, justement, donc demain 21 mars, donc nous avons bien sûr la célébration se fait au niveau de toutes les wilayas du pays. Donc toutes les conservations du pays, ils ont leur programme. Donc, ils invitent les populations, les enfants, les scouts, même les riverains, pour les sensibiliser, pour que les riverains nous aident à protéger les forêts. Même les populations, les gens s'intéressent, ils viennent, ils posent des questions. À partir du moment, quand ils viennent une fois, après ils ont envie de revenir, de nous aider à planter, ils posent des questions, est-ce qu'il y a des projets, est-ce que tout ça. Ensuite, Ensuite, nous avons... C'est-à-dire que dans notre religion, déjà, on dit que c'est chaque arbre planté est l'équivalent d'une sadaqa jariya parce qu'il apporte du bien à la société, il apporte du bien à la nature et donc ça reste vraiment, voilà, ce sera inscrit. Oui, voilà, on dira toujours une bonne action sur un registre quelque part comme étant la bonne action de telle personne ou de telle personne, effectivement. Voilà. Donc, sinon, nous avons aussi un programme officiel avec Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Donc, cette année, ça va se faire au niveau de l'Institut de technologie de l'agriculture de Intaya. Donc, nous avons invité Madame la ministre de la solidarité, de la famille et de la condition de la femme. Également le ministre de la Santé, puisque la thématique c'est autour de la santé, et également le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Donc je vais expliquer pourquoi. Brièvement, si vous le permettez, parce qu'on arrive au terme de cette séquence, et c'est vrai que je vais vous aider aussi à le dire. Donc les 3 ministères sont impliqués par cette opération. Donc, de quelle manière pour chaque ministère, rapidement? Donc, pour aller vite, donc, il va, entre autres, parmi les activités, il y a eu un concours des élèves de cet institut, un concours du meilleur jardin botanique. Tout à fait. Plutôt, meilleur jardin. Donc, ils ont fait symbolique, vraiment. Voilà, ils ont fait la conception de ce jardin. Il y a un jury qui a statué. Ils ont délibéré, donc ils ont choisi le meilleur jardin. Donc ce jardin, il va être le 21 mars, ça va être le coup d'envoi
de la plantation de ce jardin. Absolument. Donc, ces élèves, ils sont organisés en binôme et on a associé un enfant à besoins spécifiques avec chaque binôme ou bien une personne du centre des personnes âgées du centre de Del Ibrahim pour les aider. C'est thérapeutique, autant pour les uns que pour les autres. C'est-à-dire les personnes âgées ou les personnes à besoins spécifiques ont besoin aussi de cet effort d'inclusion. Voilà. Et donc, d'où la présence de la ministre de la Solidarité et de la condition de la femme. Voilà. Il y aura aussi une exposition de divers produits de la forêt. Voilà. Il y aura aussi des activités de sensibilisation et d'éducation avec les enfants. Il y aura un atelier mini-herbier, comment préparer un substrat pour planter, voilà, atelier bois. Voilà, sans oublier une très belle exposition qui met en relief tous les produits issus de la forêt et donc qui intéresseront certainement les personnes issues du domaine de la pharmacopée ou voilà, donc qui seraient intéressées par toutes les plantes endémiques ou médicinales qui existent. Oui, Voilà. parce que en fait, nous pensons maintenant à exploiter toutes ces plantes pour en faire des médicaments, des produits utiles et mieux les valoriser. Absolument. Donc voilà, si vous êtes du côté de Intaya, n'hésitez pas à visiter tous ces ateliers, toute cette À partir de midi, en fait. Toute cette organisation est pour vous permettre aussi d'avoir accès à l'information liée à la beauté des forêts, à leurs vertus, à tout ce à leurs apports justement tellement bénéfiques pour la société. Ce sera à l'ITSFA, donc l'Institut, vous disiez, des technologies. De l'agriculture. De l'agriculture, du côté de Intaya. Merci infiniment pour cet éclairage, Madame Salhi. Nous avons été ravis de vous recevoir en qualité d'ambassadrice, justement, de la conservation des forêts, plutôt la Direction générale des forêts, en qualité de conservatrice principale des forêts. Donc, merci et j'ai envie de vous dire bonne fête des forêts. Merci. Voilà. Merci. Et un bon Ramadan, Inch'Allah. Voilà. Ramadan Karim pour vous également. Donc, passez une excellente journée et bon vent pour demain, pour ce riche et magnifique programme. Merci. Voilà. Merci infiniment à tous ceux qui sont avec nous. On continue de parler des vertus des plantes, mais cette fois-ci avec la voix de Myriam Moussaïd qui sera votre guide sur ce qu'une facilité naturelle. Les plantes aromatiques sont largement disponibles de nos jours, telles que la ciboulette, l'absinthe, la marjolaine, la mélisse et la menthe vivace. Elles peuvent aussi être décoratives dans notre jardin, en bordure ou en allée. Pour avoir des aromates dans une jardinière,
rien de plus facile. Allez chez votre pépiniériste, lui demander conseil sur les variétés à choisir et mettre les jardinières à la fenêtre de votre cuisine à portée de main pour relever vos plats et pour en faire des infusions pendant toute l'année. J'aime bien l'idée de Mariam Moussaïd qui nous recommande d'avoir nos petits potagers de plantes aromatiques à la maison. Pourquoi pas? Apparemment, c'est très facile. Et au mois de Ramadan, on est souvent des fois acculé par le temps. Et ce serait bien de manger sainement, de savoir ce qu'on met dans notre petite marmite ou l'ustensile qu'on utilise pour mijoter nos aliments. En tout cas, on va parler justement d'alimentation saine. Aujourd'hui, on va parler aussi de bonne conduite pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. Mohamed Toumi, directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs, cette fédération qui veille au grain par rapport à la qualité de notre consommation. Aujourd'hui, il s'exprimera par rapport à un fléau qu'on remarque chaque année, qui revient chaque année, celui du gaspillage d'aliments. Bonjour Monsieur Toumi. Bonjour Madame, merci pour l'invitation, de me donner une seconde fois l'occasion de m'exprimer à travers ce plateau. C'est le vôtre, en tout cas c'est l'espace de tout le monde ici. Merci beaucoup. Toutes les personnes animées justement surtout de bonne volonté, qui sont vraiment des acteurs de la société civile et qui sont justement là pour nous aider à avoir une meilleure société, une meilleure qualité de vie. Donc aujourd'hui on va parler du mois sacré de Ramadan. Exactement. Qu'est-ce que ça évoque pour vous en qualité de fédération? Nous sommes à la veille du mois sacré et chaque année revient. Et les mêmes habitudes du consommateur algérien qui reviennent, il ne pratique pas les bonnes pratiques, il n'utilise pas les bonnes pratiques plutôt. C'est le même refrain, c'est les mauvaises habitudes qui reviennent malgré les différentes campagnes de sensibilisation que nous organisons à travers le territoire national. Y compris au niveau... Malgré aussi les prêches dans la mosquée, parce que la mosquée contribue à cette sensibilisation. Exact. Elle recommande toujours d'éviter les abus, parce que ce n'est pas la vocation du jeûne, de toute façon. Les mosquées, les imams ou le ministère des Affaires religieuses participent pleinement avec nous. Durant le prêche du vendredi, bon nombre d'imams nous aident et contribuent avec la Fédération des consommateurs à sensibiliser le consommateur, à limiter même les dépenses. Oui. Le consommateur algérien, d'abord, il ne choisit pas le moment d'aller acquérir, de faire son marché. Ce que je dis à travers ce plateau, c'est de s'approvisionner les matinées et non pas les après-midi. Parce que pourquoi je dis éviter les après-midi? Les après-midi, tout ce qu'on voit sur le marché, on l'achète. Ce que je propose aux Algériens, aux consommateurs algériens, avant de sortir le matin de la maison, s'informer entre familles, sur le menu, dresser une liste, ce que nous devons acheter, et charger une seule personne à procéder aux achats, que ce soit le pain ou autres légumes. Et surtout les sucreries telles que les tartes, les zlabia, le qalbellouz. On se retrouve. Oui, on revient. Si dans la même famille, il y a 2 personnes ou 3 qui travaillent et des fois elles arrivent avec des boîtes plein les mains, effectivement. C'est un constat. Vous savez que la zlabia, le qalbellouz et les tartes, si on ne le consomme pas dans la journée, ils se retrouvent en fin de journée, en soirée, dans les poubelles. Absolument. Il devient impropre à la consommation. Et surtout le nombre de pains et les variétés de pain. Parce que quand on a le ventre creux, tout ce que nous voyons, nous l'achetons. Ce n'est pas pour le consommer, c'est par désir. Mais il y a un gaspillage alimentaire, il y a un gaspillage financier. Voilà, les odeurs attirent et du coup le consommateur se trouve tenté à chaque fois face à ces vitrines bien achalandées, effectivement. C'est pour ça que je dis il faudrait au sein des familles
s'organiser, charger une seule personne à procéder aux achats. Ce n'est pas toute la famille qui rentre en fin de journée, de journée, oui, avec plusieurs... Chargé de sacs, plein de Oui, choses inutiles. oui. C'est inutile et ça se répercute sur le portefeuille de la famille. C'est pour ça on ne se retrouve pas à la fin du mois. On dit que durant le mois sacré, nous avons dépensé presque 3 fois le salaire. Oui, beaucoup de personnes s'endettent pendant ces mois, Le mois de Ramadan. ce qui n'est pas du tout l'objectif initial voilà, de ce jeûne qui est justement fait pour qu'on vive au même diapason avec une personne plus démunie que nous, qu'on sente un petit peu sa faim, qu'on sente un petit peu sa souffrance. Mais ce n'est pas le cas. Nous, on compense voilà, toute cette patience de la journée. On essaye de rattraper les repas déjà manqués. Vous savez, le mois de... Donc au lieu d'un repas, on en mange 2, 3. On va multiplier. C'est énorme. En dehors du mois de Ramadan, durant les 11 mois, nous avons pratiquement 2 repas et demi. Le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Mais par contre, durant le Ramadan, normalement, on est censé économiser. Absolument. Mais par contre, pour les familles algériennes, ils dépensent beaucoup plus. Bon, c'est pas pour dépenser utile, mais on dépense inutilement. Pardon. Le mois sacré de Ramadan, c'est un mois de la spiritualité et non pas le mois de la consommation. Mais par contre, chez nous, chez la famille algérienne, c'est l'inverse, c'est le mois de la consommation, où on consomme énormément. Et énormément d'études scientifiques ont prouvé le bienfait du jeûne. Et on parle énormément dans différents régimes à travers la planète de ce jeûne intermittent, mais qui est de l'ordre de 12 heures. C'est exactement le temps qu'il faut au corps pour se régénérer et c'est exactement le temps qui a été instauré par notre religion pour que le corps récupère, pour que le foie filtre, pour que tous ces organes se reposent et se régénèrent de la meilleure manière possible. Mais si on leur envoie autant de nourriture et d'aliments, c'est sûr que cet effort de jeûne sera compromis déjà à la base. Et c'est ce qu'on oublie en général, n'est-ce pas ? Bon, nous avons acquis pas de bonnes pratiques de consommation, surtout à longueur d'année, mais surtout en particulier durant le mois de Ramadan. Donc nous avons essayé par tous les moyens de sensibiliser, de lancer des campagnes de sensibilisation au niveau des établissements scolaires. Et le meilleur moyen, c'est le primaire, le meilleur cycle, où l'information peut être inculquée facilement aux jeunes. Oui, et puis les petits sont de véritables perroquets. Oui. Ils répercutent l'information aux parents. Ils poussent leurs parents à appliquer ce qu'ils ont entendu. Mais c'est une très bonne chose. Et nous avons déjà remarqué que le message passe beaucoup mieux chez les jeunes consommateurs que chez les adultes. Oui, absolument. Donc, ces adultes qui sont en proie à toutes les tentations pendant ce mois sacré, qui sont un petit peu faibles face aux douceurs, qui sont exposés à plein de produits. Mais c'est vrai que le produit qui fait le plus mal quand on sort le soir ou au moment du ramassage justement des ordures et des déchets domestiques, c'est vraiment l'accumulation de pain, de quantité de pain. Il n'y a pas uniquement le pain, madame. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a tout ce qui est sucrerie. Je l'ai cité au début, zlabia, kalbelouz, les gâteaux, tels que les tartes, surtout durant le mois de Ramadan. Il y a une forte demande dans ce produit. Et vous savez, même, il y a des produits qui sont invisibles dans les poubelles publiques. Lesquels? Les légumes tels que la shorba, par exemple. La maman, elle prépare à la maison une marmite de 4 ou 5 litres, on ne consomme que 2 litres, les 3 autres litres sont versés dans les vies de cuisine. Vous savez, la shorba est composée de plusieurs aliments alimentaires. Absolument. De la tomate qui coûte excessivement cher, de la courgette, du persil, des carottes, des oignons. Vous savez à quel prix maintenant ? Des céréales aussi. Oui, oui. Les oignons, ils sont pratiquement intouchables ces derniers temps. Oui. Tout ça, on ne fait pas l'évaluation. Il y a également une grande quantité d'eau, parce que la shorba est préparée à base d'eau. Vous savez, nous sommes parmi les pays où nous vendons, l'État facture le mètre cube d'eau à 6 dinars, le mètre cube.
Un mètre cube est composé de 1000 litres. Imaginez-vous, madame, 1000 litres, vous les payez à 6 dinars. J'ai posé ce matin, ici même, dans ce studio, à une de vos collègues. Une question? J'ai dit combien ça coûte un mètre cube d'eau. Elle me dit 5000 dinars. J'ai dit, est-ce que vous avez payé déjà une facture à 5000 dinars? Elle me dit non. J'ai dit 6 dinars. Elle n'arrive pas à me croire. J'ai dit, regardez, je lui ai dit de bien vérifier sa facture. Absolument, donc c'est vrai qu'il n'y a pas que dans l'alimentation où l'on retrouve ce gaspillage d'eau, c'est aussi dans le comportement au quotidien des ménagères et de toutes les personnes qui vraiment gaspillent l'eau. Nos mamans, à l'époque... C'est l'occasion de rappeler que cette eau est précieuse. Oui. Les projets justement d'aménagement... Nous devons la préserver. Voilà, sont très coûteux. Et, oui. Il n'y a pas uniquement de la shorba. Durant le mois de Ramadan, nous consommons énormément de thé. Dans toutes les familles, même à l'extérieur. Nous consommons du thé. Le thé est composé de l'eau, matière principale, du sucre, du thé vert qui est importé et du thé vert. La menthe et de verte. La menthe verte. Pour ce qui est de il est préparé à base d'énergie, du gaz ou de l'électricité. Le prix de revient. Nous préparons une théière d'1 litre, 2 litres. Nous consommons juste 2 verres de thé. Et le reste est vidé dans le l'évier. Ça, c'est des produits qui ne sont pas visibles à l'extérieur. C'est à l'intérieur que l'on peut faire le constat et nous avons fait une étude. Ça revient excessivement cher. Je reviens au pain. En 2019, nous avons fait une étude. Le pain est importé, c'est la farine blanche qui est importée. Le pain est composé de farine blanche. Farine blanche, l'améliorant, le sel et de l'huile et de l'eau, la composition du pain. Vous savez, en 2019, l'étude qui a été faite, on a calculé que 32 millions d'euros, 32 millions de dollars qui sont jetés. Nous avons évalué le gaspillage à 32 millions de dollars. Vous savez que c'est énormément insupportable de voir des chiffres pareils. C'est impossible. Oui. Donc le consommateur algérien doit changer son comportement. Voilà, tout est basé sur le comportement de tout un chacun. Effectivement, si on est conscient de l'importance de la sécurité alimentaire à travers la planète, si on est conscient aussi des conditions des plus pauvres et des plus démunis, on peut être plus sensible, on peut être plus raisonnable dans notre manière d'aborder ce mois de Ramadan et bien sûr avec une consommation plus raisonnable, plus réfléchie, je dirais. Rationnelle. Rationnelle, de manière à voir ce qu'il faut pour justement alimenter ce corps et compenser justement toutes ces carences dues aux jeunes, mais pas excessivement. On n'est pas obligé de l'abus est toujours mauvais. Absolument. D'ailleurs, nous avons tenu plusieurs séances de travail avec l'Organisation mondiale de la santé et ils nous ont dit rien n'est interdit à la consommation, mais c'est l'abus qui est mauvais pour la santé. J'attire votre attention que le pain, par exemple, ça c'est le ministère de la Santé qui m'a communiqué cette information. Nous travaillons également en collaboration avec les différentes directions du ministère de la Santé, toujours concernant le pain. Le pain composé de farine blanche. Il est nuisible à la santé, il est provocateur du cancer du côlon. Oui. Et nous sommes classés à travers le monde, en tant qu'Algériens, nous sommes classés les 2e consommateurs du pain. D'accord. Qui est avant nous? Moi, je suis curieuse de savoir qui est à la première place. C'est l'Égypte. L'Égypte? Oui. L'Égypte, ils sont classés les premiers et nous sommes classés les 2e après l'Égypte. Vous savez, j'ai remarqué ici dans les restaurants, quand je suis pressé, j'ai pas le temps de rentrer chez moi, on voit des paniers de pain. C'est des tonnes de pain. Absolument, c'est vrai que... Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est l'étude qui a démontré que tout produit subventionné, il y a un abus. Absolument. L'eau est subventionnée. Parce que le prix d'achat est très très bas, donc accessible à tous. À tout le monde. Et du coup, voilà, il est en proie à tous les abus. Et ça, c'est déplorable. Effectivement, j'espère que ceci s'inversera, qu'on ira vers justement une meilleure consommation, une attitude plus raisonnable pendant ce mois de Ramadan. C'est en tout cas, c'est votre vœu pieux chaque année.
Oui. N'est-ce pas? C'est en longueur d'année, pas uniquement le mois de Ramadan. Absolument. Nous sommes sur le terrain, partout, nous avons nos yeux à travers toutes les wilayas et nous récoltons, au niveau de la Fédération algérienne des consommateurs, nous récoltons toutes ces informations pour faire une synthèse et nous sommes là pour la diffuser au large public. En tout cas, on vous souhaite vraiment que cet appel reçoive vraiment, soit bien reçu, qu'il trouve écho auprès de tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin, où qu'ils soient, et ça leur donnera peut-être à réfléchir à cette manière d'entamer ce mois de Ramadan. Donc, et aussi de faire attention au portefeuille, de faire attention à sa santé essentiellement. C'est surtout cela. C'est que les abus sont nocifs pour notre santé. En tout cas, on a été ravis de recevoir M. Toumi. Merci. Rappelons que vous êtes le directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs. Donc, Ramadan Karim, à vous aussi, à tous nos téléspectateurs. Voilà. Merci. Avec une bonne santé au terme justement de ce jeûne qu'on attend avec impatience. Amin. Merci infiniment. Merci à ceux qui sont avec nous dans un petit instant. Nous aurons le plaisir de recevoir des ambassadeurs de la société civile installés du côté de Skikda. Et puis donc il s'agit de l'association Al-Bariq 21 de Skikda qui vient nous parler de sa participation à l'effort de sensibilisation à la lutte contre les dangers, les fléaux des drogues. Et c'est dans un instant après ceci. Depuis 2006, cette jeune association Bariq 21 de Skikda, active dans le monde ou l'univers du développement durable, c'est la préoccupation de toute la planète. Ils y adhèrent avec leur savoir-faire, leur manière de faire. Et aujourd'hui, donc, ils ont délégué pour nous en parler. Adam Tabouche, bienvenue. Vous êtes le vice-président de l'association. On est ravis de vous recevoir. Merci, je suis. Le voyage a été bon? Il était bon, fatigant, mais ça vaut le coup. Je suis toujours très heureux de venir ici. Maintenant, je connais un petit peu le plateau, l'endroit. Eh bien, bienvenue. Coulisses. On est ravis de vous retrouver. En tout cas, pour moi, ça va être la première rencontre. On est ravis de vous recevoir ce matin. Donc, Bariq 21, on va revenir à la jeunesse. On va décortiquer ce nom déjà. Bariq, pourquoi le 21 et pourquoi aussi, donc, Skikda, on n'a pas besoin. Hein. Ouais. Ouais, bien sûr. 21, c'est déjà le matricule. Les matriculations de la ville. Ben, en fait, oui, mais c'était pas ça au début. C'était pas ça au début. Bon, Skikda, tout le monde la connaît. J'invite toujours à chaque fois que je suis ici, j'essaye de promouvoir la ville. C'est une très belle ville côtière à visiter. Après, par rapport à notre organisme, Bariq 21, comme vous l'avez dit, Bariq pour lueur, et 21, c'est par rapport à l'agenda 21 du protocole de Kyoto. C'est vraiment un sommet très important pour les écologistes et l'environnement. Alors, on pouvait être Bariq 23 ou Bariq 24. C'était un coup d'hasard. Oui. Par rapport à l'immatriculation de la ville aussi. Ça coïncidait, mais aussi le siècle 21 aussi. Siècle. Ça touche partout. Absolument, mais essentiellement, donc votre cheval de bataille, c'est comment sauver la planète, comment sauver l'environnement, Skikda ou même ailleurs, hein, n'est-ce pas? Oui, aussi, parce que si on parle de question d'environnement, vous savez, l'environnement n'a pas ni de frontières ni d'espace-temps. C'est-à-dire, on peut dans nos côtes, dans nos plages à Skikda,
nettoyer les plages et c'est le pôle Nord ou les ours dans le pôle Nord qui vont profiter de cela. C'est quelque part le discours que j'essaye de le faire au sein de notre organisme. Voilà, l'environnement, c'est une question planétaire. On a les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, mais on essaye de les réaliser localement dans notre ville. Et c'est une retombée sur tout le monde parce que c'est l'intérêt général, c'est l'environnement. Il y a quelques années, j'avais rencontré justement une association qui œuvrait dans ce sens, Blue Planet. Oui, bien sûr. Blue Planet, donc c'est aussi un groupe de personnes très engagées dans cette voie de la préservation du fond marin, de l'inculcation, comment inculquer aussi toutes ces valeurs liées à la beauté de la mer, liées aussi à la beauté de l'environnement, ce qui fait aussi, la plus-value d'une carte de visite. Exactement. D'une carte postale aussi d'une ville. Bleu Planète, c'est un autre acteur de la société civile, un acteur associatif de la société civile qui est très actif au niveau de la wilaya d'Eskida, qui travaille beaucoup plus sur la côte. Voilà, on a besoin de beaucoup d'autres acteurs comme cela parce que c'est pas une cause qui est facile. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tout le monde. Moi, je dis, il y a un proverbe en arabe qui dit « An-nadafa mas'ouliyat al-jami'", la responsabilité de tout le monde. Moi, je lui dis que non, c'est la responsabilité du citoyen. Et c'est ça qu'on essaye d'inculquer au sein de notre organisme, comment devenir citoyen. Déjà adhérer dans une association, ou essayer de nettoyer l'environnement, ou s'intéresser de l'environnement de chacun et de chacune, c'est un intérêt ou c'est un acte citoyen aussi qui est très important. Voilà, depuis 2006, on est très actifs. On a beaucoup travaillé avec Bleu Planète aussi, au niveau de la wilaya d'Eskikda, mais avec nos partenaires au niveau de toutes les wilayas algériennes, et aussi avec des organismes, parce qu'il y a une Méditerranée qu'on partage, il y a 2 rives, et on essaye de partager beaucoup de projets et d'activités ensemble. Vous avez mis un pied à l'étrier dans le cadre de cette action au sein de la société civile depuis 10 ans. Donc vous êtes adhérent à cette association Barir 21 de Skikda. Mais vous-même, vous êtes coordinateur de programmes liés à la société civile. C'est un petit peu votre vocation première, indépendamment justement de l'association. Exactement, c'est mon travail, mais ça a beaucoup aidé le fait que je sois dans une association. Déjà, j'ai beaucoup développé mes compétences logistiques, organisationnelles, de communication. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences que l'université ou autres lieux n'ont pas donné cette occasion-là. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'évolue entouré de jeunes. Vous savez, la créativité à l'algérienne, elle est unique. À chaque fois que je dis c'est bon, j'ai tout appris, il y a un petit jeune qui vient. Exactement, il y a un petit jeune qui vient avec une idée superbe et elle est purement algérienne. Vous allez la trouver nulle part ailleurs. Et déjà, tu vas apprendre, puis l'accompagner et partager cette expérience-là. Voilà, cet environnement-là, il est très important pour développer le soi, qui m'a permis après pour décrocher mon travail et être très utile et efficace dans mon travail. Et utiliser en fait le même carnet d'adresses pour servir l'intérêt général. Absolument, servir l'intérêt général vous permet d'être ce trait d'union entre les pouvoirs publics et aussi cette société dont vous êtes l'observateur en qualité d'association. Donc voilà, ce trait d'union est vital. Aujourd'hui, vous jouez un rôle très important dans une grande campagne lancée tout récemment donc en faveur de la lutte contre le fléau de la drogue, l'addiction de manière générale. Et donc, en tant que jeune, ça vous tenait à cœur et vous avez participé à cet élan. Oui, ça fait partie aussi des engagements dans lesquels on a fait, vous savez, le développement durable. Si on parle un petit peu de développement durable, c'est 17 objectifs de développement durable. L'Algérie a signé et ratifié le protocole de Paris par rapport aux 17 ODD. Et notre rôle, c'est essayer d'accompagner les instances ou les pouvoirs publics à réaliser ou à contribuer à la réalisation des 17 objectifs de développement durable. C'est un rôle vital, complémentaire. On essaye de rajouter notre compétence dans le travail de proximité, dans la fluidification des discours ou de la sensibilisation. On essaye, j'étais avec vos invités aussi en train de parler tout à l'heure, parce que tout le plateau c'est un espace de discussion, même les coulisses, c'est un lieu de voilà, c'est que on essaye, parce que vous savez, la sensibilisation, c'est pas avec des dépliants. Normalement on a dépassé ces méthodes-là.
Maintenant, il y a des techniques, il y a des supports de communication. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, il y a des discours qui sont fluides, il y a la localisation du pouvoir, des publics cibles, et lequel, avec un enfant, on ne peut pas parler des drogues de la même manière avec un adulte. Ce n'est pas le même langage, effectivement, c'est pas le même selon langage. Et il faut rajouter cette créativité-là, et c'est ça qui fait la différence. Voilà, par rapport aux objectifs de développement durable, on va dire pourquoi une association qui s'appelle Better 21, qui s'intéresse à l'environnement, va travailler sur des domaines de santé. Oui, de santé publique, parce que c'est vrai que c'est le ministère de la Santé qui est à l'origine de cette grande initiative. Mais le secret, qui a touché tout le monde. En fait, les médias sont partie prenante de cet élan justement solidaire et de cette mobilisation en vue de sauver des jeunes. C'est surtout exactement, mais il y a un truc qu'il faut rappeler tout le temps, c'est que quand on parle de société civile, les acteurs, on a tendance à voir que l'acteur associatif, alors que c'est un acteur. Oui, la société civile, c'est les médias, c'est un acteur. C'est l'université, c'est l'acteur économique, c'est le citoyen, c'est l'élu. C'est toute une chaîne avec des maillons. Il faut que tout le monde contribue pour qu'il y ait un résultat à la fin. Alors nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on fait notre rôle, et dans le cadre du développement durable. Parce que vous savez, l'ODD numéro 3, il parle de santé pour tout le monde. Comme on était là pour le Covid, il y avait toute cette jeunesse, la jeunesse vous avez vécu cela, a été fabuleuse, tout le monde était fier de cela, parce qu'il y avait une mobilisation. Comme il y avait cette jeunesse et ces acteurs de la société civile lors des feux, il y avait madame qui parlait des feux à Taraf, il y avait à Skikda l'année d'avant aussi des feux malheureusement. Mais il y avait en tout cas, pendant la pandémie, effectivement, il y a eu une telle mobilisation, une telle sensibilisation qu'on ne parlait plus, par exemple, d'exode à travers la mer, on ne parlait plus de on ne parlait plus de drogue, beaucoup. En tout cas, tout le monde était centré sur l'essentiel. Exactement. L'essentiel. Et c'est vrai que ça aurait été bien de maintenir cet élan, ce bon début. Il faut bâtir, il faut bâtir le futur sur ces acquis-là. C'est que cette jeunesse-là, elle est vraiment amoureuse de l'intérêt général, des forces de son pays. Et on peut vraiment bâtir quelque chose, une stratégie, une planification stratégique. Mais il n'y a pas que une association petite comme Better 21 à Skikda. Ce n'est pas à elle de faire ça. Non, elle peut accompagner, réaliser, et c'est déjà localement au niveau de Skikda. Chacun peut faire ça dans sa ville. Il y en a plusieurs, des associations, on est plus de 100 000. Mais vraiment, il faut une stratégie, une planification stratégique. Mais le plus important, c'est-à-dire la base, c'est que cette jeunesse, elle est mobilisée quand il y a une cause d'intérêt général. Après, si on parle de... En fait, vous me disiez, off the record, comme on dit, vous me parliez hier et on en a discuté un petit peu, et vous me disiez que le fait d'offrir des espaces d'action ou des espaces de loisirs ou des espaces d'expression à ces jeunes limite un petit peu les addictions, pas les addictions elles-mêmes, mais comment dire, on les empêche d'être en proie à l'oisiveté qui est mère des vices. Et donc, qui dit vice dit aussi toutes ces consommations illicites. Bien sûr, créer un environnement mixte qui peut faire adhérer des jeunes qui étaient peut-être dans la rue ou s'il a rencontré. Après, ce sont des scénarios, mais c'est clair que c'est un rapport très important. Malheureusement, c'est pas chiffré. Normalement, il y a des études sur ça, il y a des chiffres sur ça, mais ça évite beaucoup. Et ce discours-là de lutte contre les drogues, c'est un discours qui est en continu. On n'a pas besoin de cette campagne seulement pour discuter sur cela. C'est une continuité, c'est une parole en continu au quotidien, dans les gestes, dans les manières, dans la charte intérieure de l'association aussi, qui est très importante. Et aussi faire comprendre. Vous savez, maintenant, malheureusement, toute cette drogue-là, on peut gérer tout un pays ou la jeunesse d'un pays. Vous savez, l'Algérie, c'est un pays jeune. Et malheureusement, la drogue, on sait tous d'où elle vient. Et on peut toucher à... C'est une question de sûreté nationale. C'est pour ça qu'on est aussi responsable. C'est comme le Covid. Oui, absolument. Si on envoie des tonnes et des tonnes de drogue pour les Algériens, il y a une cause, il y a une volonté derrière. Et heureusement, l'armée nationale et aussi tous les gens, on a déjà eu l'occasion de travailler avec les services de sécurité qui font un travail remarquable pour lutter contre cela. Fait un travail énorme. Les différents réseaux qui activent surtout un peu partout dans le côté ouest, côté ouest du pays, il y a des tonnes de drogue qui rentrent. Et il y a un intérêt derrière cela. Il faut que le jeune comprenne pourquoi on fait ça et pourquoi on veut rendre la jeunesse algérienne dépendante de ces produits-là. Et c'est pour ça que c'est une cause vraiment très importante qui nous tient vraiment à cœur.
Voilà, vous êtes là pour créer des méthodes, pour offrir aussi des supports d'expression, des supports aussi médiatiques qui permettent justement de faire circuler ces informations. Les supports de communication privilégiés de l'association sont lesquels? Bon, des supports de communication, quand je parle déjà, il faut éviter tout ce qui est dépliant et tout cela. C'est à chaque réunion avec les... C'est jeté à la poubelle. C'est jeté à la poubelle. Tout à fait. Et des fois, vous savez, au début, il y avait des associations où même nous, on faisait cette faute-là. On partait pour nettoyer une plage, on distribuait des dépliants, on fait un petit tour et c'est le dépliant qui devient déchet. Alors on part pour relever des déchets, on crée des déchets. Alors il fallait vraiment penser à une manière créative. Déjà, les réseaux sociaux, tout le monde est connecté maintenant, c'est très important. Les vidéos, les photos, ça exprime un petit peu plus, mais aussi les supports qui sont visuellement vus de loin et qui attirent surtout les petits publics. Par exemple, on sensibilise contre la cigarette, on peut faire une petite cigarette méchante avec une tête méchante, ça peut ramener l'enfant et son papa vers le stand. Et c'est comme ça qu'il va avoir le technicien avec qui il parle et qui va donner des informations qui sont écrites dans le dépliant et qui vont l'éviter. C'est ça aussi, cette méthode-là qu'on essaye de travailler et de développer avec nos jeunes au quotidien sur les différentes thématiques qui existent. Très bien. Donc, en tout cas, on vous souhaite bon vent pour toutes ces belles actions, cette belle synergie qui permet à des jeunes d'être partie prenante dans le développement de leur ville, le développement des populations aussi et l'accompagnement de toute cette jeunesse. On a été ravis, en tout cas, d'entendre ce son de cloche de la part d'un représentant d'une association qui irradie, on dira, qui contamine de plus en plus autour d'elle et par ces belles lueurs donc d'espoir, par ces belles lueurs justement de cohésion sociale et justement de générosité, je dirais. Voilà. Merci. Donc j'imagine que vous serez impliqués aussi durant le mois de Ramadan. Voilà. Ouais, aussi avec la solidarité. On terminera avec cette idée. Avec cette idée, on le fait chaque année avec le coup-fin de Ramadan et c'est toujours inscrit dans le développement durable avec l'ODD 1 et l'ODD 2. On essaye d'aider dans cette échelon de solidarité, c'est le mois sacré de solidarité et on sera présent comme chaque année, Inch'Allah. Inch'Allah. Ramadan Karim, vous aussi. Donc passez une excellente journée à Alger et puis bon voyage de retour. Merci d'être venu depuis Skikda pour nous parler justement de votre implication dans cette campagne de prévention et de lutte contre la drogue. Donc en qualité de vice-président de l'association Barik 21 de Skikda, Adam Tabouche, ce fut un plaisir. Merci à vous. Très bientôt. En tout cas, ils sont nombreux à essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes à travers tout le pays. On ne va pas aller loin, on va quitter Skikda pour une ville pas très lointaine, Sétif, où Badia Amarni, notre reporter, s'est déplacé dernièrement à l'occasion justement de la journée mondiale des guides touristiques. Elle y a rencontré un archéologue dont elle a dressé un portrait et voyons un peu son compte rendu. على العموم الهوية الجزائرية أون جينيرال بصفة عامة من تراث سواء نقولوا على التراث هو كل ما يشمل سواء أثري عادات وتقاليد كل ما يتعلق بالحياة تاع الإنسان هو تراث والأهمية تاع المرشد هي مهمة جدا. Âgé de 53 ans, Ammar Chaïb est guide archéologique touristique professionnel en activité depuis près de 30 ans. Il est aussi assistant de recherche au musée de Sétif et formateur des guides. Son diplôme, il l'a décroché de la première et la dernière session de guide archéologique en 2000, spécialité musée et site. La promo des guides spécialisés des musées et sites, c'était la première promo en Algérie, la dernière, entre 1998 et 2000. Alors, cette promo, elle avait 22 personnes, des gens qui travaillent dans les musées, dans les sites. Et malheureusement, il ne reste que 4 personnes dans les sites qui sont diplômés dans ce domaine-là. Ammar vit à fond la passion de son métier en faisant voyager des groupes de touristes à travers les vestiges archéologiques, mais aussi naturels de sa wilaya natale Sétif. Lors de l'éduc-tour qu'il a organisé pour nous faire découvrir les multiples facettes de Sétif, il nous a confié la nécessité de créer un institut spécialisé de formation des guides pour contribuer à la promotion de la destination Algérie.
Le métier des guides, c'est un métier très noble et pour lui donner une importance plus grande comme ça aussi on essaie de sensibiliser le secteur du tourisme et le secteur de la culture, pourquoi pas, pour créer un institut spécialement pour la formation des guides touristiques parce que malheureusement qu'on n'a pas, même en Algérie, on n'a pas de formation des guides touristiques. Travaillant dans les 3 langues arabes, français et anglais, notre guide touristique nourrit l'espoir de voir le tourisme prendre son envol, convaincu des richesses touristiques dont jouit l'Algérie. Voilà, c'était là le compte-rendu de Bedi Amani qui était en visite du côté de Sétif. Alors nous terminons cette émission en beauté avec d'abord la présence parmi nous de 2 belles fleurs, 2 dames qui sont très actives, très passionnées, chacune à sa manière à épouser la voie de l'art pour s'exprimer, pour aussi partager des moments fabuleux avec les enfants et avec justement tous ceux désirant justement s'abreuver des vertus de l'art de manière générale. Alors j'ai nommé là justement Madame Hamlaoui Yemina, épouse Belmihoub, alias Mina, c'est votre nom d'artiste, Mina Belmihoub. Donc vous êtes conteuse, n'est-ce pas? Ouais, vous racontez de si belles histoires. Donc, et vous êtes créatrice aussi de tout un répertoire de contes. Ouais. On va en parler dans un instant. Le temps pour moi de présenter également Soraya Mellouk, artiste peintre, donc, qui a une démarche très particulière, celle justement d'offrir généreusement des œuvres dans les milieux hospitaliers. Vous me direz que c'est peut-être pour les malades, elle vous dira non, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas hein? On va commencer avec vous, Soraya Mellouk. Bien sûr. Voilà, Merci. donc vous êtes artiste peintre autodidacte, agricultrice également. Oui, tout à fait. Donc on a beaucoup parlé de la terre à l'occasion de la Journée mondiale des forêts qui sera célébrée demain et de ce que cette terre peut apporter. Donc à vous, qu'est-ce qu'elle apporte d'abord? À la terre, c'est fabuleux. La terre, déjà, elle vous connecte à l'essentiel. Oui. Voilà, elle vous connecte à la vie. Quand vous plantez une graine et que vous la voyez pousser, et puis après produire des légumes, et puis le temps que ça prend, je veux dire, après quand vous voyez le légume et le résultat, vous dites waouh, la vie, mais c'est quelque chose de fabuleux. Oui. Voilà, et ça vous apprend aussi la patience. Absolument. Voilà, parce que voilà, c'est le temps. Oui, temps, la résilience, la patience, la générosité, parce que quand on est généreux avec la terre, vous êtes d'accord, Mihou? Ouais. Voilà, quand on est généreux et qu'on donne, il paraît qu'il faut parler aux plantes, il faut les aider. C'est exactement ce que je fais, je leur fais même écouter de la musique. De la musique, voilà. ouais. Voilà, je veux dire que la passion, après, quand on est des personnes passionnées, comme madame que je connais très bien, voilà, on l'applique à tout ce qu'on fait. Et quand on l'applique, effectivement, le résultat devient assez beau. Voilà, je crois qu'on crée la beauté. Absolument. Mina Belmihou, parce qu'il vous est arrivé justement de partager un conte dans le but de sensibiliser les enfants à la beauté de la nature, à tout ce qu'elle peut nous apporter, à cette protection. En ce moment, il y a un spectacle que je prépare avec les enfants dans une école d'art et ça va être la nature et l'eau aussi. Oui. Ouais, pour prendre élément vital. Faire prendre conscience aux enfants que l'eau, c'est la vie. Absolument, absolument. Ouais, et on parle d'avenir, de l'environnement. Et moi, pour transmettre, c'est vrai que pour l'environnement, je passe le message en chantant. Ouais, donc, en chantant. Donc je crée des chansons comme ça. Et les enfants, à force de répéter, de chanter, parce que vous savez, on apprend plus vite les chansons que les contes. Et donc les enfants sont là et au fur et à mesure, c'est ancré, c'est ancré. J'imagine, c'est vrai que ce sont de véritables perroquets, je le disais tout à l'heure. Mais pour peu qu'un petit air leur plaise, ils peuvent le reproduire très longtemps. En tout cas, voilà, les enfants ont été le prétexte ou le déclic pour un départ, le départ d'une très belle démarche, une démarche dont vous avez un petit peu la particularité. Vous détenez un petit peu cette particularité d'offrir des œuvres. Parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont animé des ateliers avec les enfants dans les milieux hospitaliers. Vous faites un peu plus que cela. Donc racontez-nous un petit peu le début de cette aventure. Je pense que l'art déjà est fabuleux. L'art a le pouvoir, on va dire, hein, c'est ce que Mina vient de dire, a le pouvoir déjà de transmettre, voilà, de partager.
Bon, elle, à travers ses comptes, moi, c'est vrai que j'utilise le biais de la peinture. Et je me suis rendu compte que grâce aux sciences, parce que chaque peintre fait des recherches par rapport à son travail, et la science vous démontre justement que l'art a des bienfaits extraordinaires. Je veux dire, c'est connu mondialement. Absolument. Voilà, vous savez qu'à Montréal, les médecins prescrivent l'art-thérapie. Prescrivent des visites au musée. Oui, ça s'appelle les ordonnances muséales. Pour vous faire du bien, c'est extraordinaire. Quand vous découvrez ça, vous dites waouh, à ce point. Et quand j'ai découvert justement tous ces bienfaits, je ne pouvais pas rester les bras croisés à ne rien faire. Absolument. Et donc c'est comme ça que ma démarche a été d'aller vers l'hôpital justement et d'offrir mes toiles. Voilà, à défaut des ordonnances touristiques, plutôt. Voilà, tout à fait. C'est touristique d'aller dans un musée. Donc vous avez vous-même renforcé les traitements des médecins par justement cette œuvre qui devient une thérapie. Pas seulement pour les malades, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. C'est pour les malades, c'est pour les accompagnants, pour les médecins. Voilà, je crois que quand on croit profondément en quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, et très souvent, quand on a cette conviction, on peut arriver à de belles choses. Voilà, je pense. C'est contagieux, après, ça se transmet automatiquement. Oui, absolument. Ouais. Le premier hôpital qui vous a ouvert les bras, les portes, ça a été l'hôpital Parmé avec un du côté du Sendé qui a compris la démarche. Et voilà, ils m'ont ouvert les portes. Et j'ai pu offrir mes toiles, certes, et j'ai pu également entamer une sorte de projet. J'ai peint aussi avec des enfants que j'ai nommé Peinture en partage. On a peint ensemble et on a décoré leur service avec leurs toiles. C'était un moment assez fabuleux. Et voilà, c'est une action qui me tient à cœur et que je continue à faire et que je vais continuer à faire, bien sûr. Voilà, vous avez investi différents hôpitaux à travers le pays, à Alger, mais aussi dans d'autres villes. Oui, j'en ai fait tellement que j'ai préféré noter parce que j'imagine, allez-y. Voilà, j'ai fait, bien sûr, Alger, j'en ai fait plusieurs. Après, j'ai fait la ville de Razawed, j'ai fait Laguat, Miliana, Annaba. Et mon dernier, je suis très fière de ce tableau, il est dans un village. Moi, je suis très fière de cette photo qui vient de passer, parce qu'on vous voit enlacer un enfant malade, un cancéreux. Et voilà, avec énormément de bonté. Il faut la bonté. Je crois qu'on l'a tous, en tant qu'être humain, on a ce côté. On a tous un côté sombre, un côté de bonté. C'est ça. Ça fait du bien de ressortir le côté lumineux. Ça, je crois que ça fait plus de bien. Ça nous embellit la vie. Bon, malheureusement, il y a du sombre un peu partout dans ce monde. Il y a le noir et le blanc, bien sûr. Et le conte, souvent les contes vont vers cette dualité entre le bien et le mal, n'est-ce pas? Oui. Absolument. Souvent, comme le conte, il y a beaucoup de magie dans le conte, donc automatiquement le gentil gagne, et puis voilà, Moi, j'adore les happy end. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien quand l'issue est en faveur justement du bien et non pas du mal, mais bon. Il arrive parfois que les récits, les récits soient un petit peu mais tristes à la fin. c'est-à-dire quand je parle des contes du patrimoine, parce que c'est une manière d'éduquer, de passer des messages, et donc automatiquement le gentil gagnait toujours à la fin. C'est vrai qu'il souffrait, qu'il lutte, qu'il y a que de passages. Mais il finit par gagner. Voilà, il brave tous les dangers, toutes les difficultés, il y arrive. C'est un peu ce que fait notre amie ici présente. Donc, elle a bravé un petit peu les difficultés, elle a été vers les hôpitaux, elle a essayé donc d'inculquer ces nouvelles valeurs dans nos hôpitaux. Donc, vous étiez en train de citer, je vous ai interrompu, il me semble que vous n'avez pas cité tout le monde. Voilà. Oui, non. On peut continuer. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est pas... Voilà, je crois que chaque chose est destinée à un endroit, on y croit beaucoup, nous, au destin. Donc voilà, donc mes tableaux sont destinés à aller à tel et tel endroit, et puis ils sont bien là où ils sont, voilà. La toute dernière action, c'était en faveur de quelle c'est dans un village qui s'appelle Taourirt à Mokran. Et je suis vraiment très très heureuse. Ça s'est fait par une rencontre. C'est un monsieur qui s'appelle Hamou qui m'a aidée. Je l'en remercie. Et puis mon tableau est près du ciel. Alors, ça me fait très très plaisir. Très bien. Et c'est dans un petit village et qui a une structure sanitaire petite. Donc ils ont un petit hôpital pour les villageois. Donc ça me fait très très plaisir de leur avoir offert un tableau, bien sûr.
Oui, j'imagine un petit peu que ça fera le plaisir de quelques personnes souffrantes qui vont voyager à travers toutes ces belles couleurs, tous ces contrastes. Il y a énormément de couleurs apaisantes, j'ai remarqué dans vos toiles, il y a énormément de vert, énormément de bleu. Ce sont les couleurs, je pense, qui apaisent le plus. Oui, je vous remercie parce que le fait de parler des couleurs, c'est assez capital dans ce que je fais et on en parlait toutes les deux justement. Et une couleur, en réalité, c'est une longueur d'onde, c'est ce que la science m'a expliqué. Et cette longueur d'onde, scientifiquement parlant, les neurologues vous disent qu'elle va traverser votre œil, donc traverser la rétine, se transformer en signal électrique et développer la production d'une hormone qu'on connaît tous, qui est la dopamine, qui est l'hormone du bien-être. Et ça, c'est la science qui me l'a appris. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, on est obligé d'agir dès qu'on le sait. Mesdames, aujourd'hui, vos sourires contribuent justement à l'excitation de tous ces nerfs et de toutes ces neurones qui vont produire beaucoup de dopamine en moi et en tous ceux qui sont là et qui vous suivent ce matin et qui sont certainement ravis d'écouter vos récits respectifs. On célèbre aujourd'hui la Journée internationale du bonheur. Est-ce que vous le saviez, mesdames? C'est pas possible. Oh, bah si. C'est magnifique. La Journée du bonheur. Et c'est un plaisir pour nous d'avoir justement des personnes qui contribuent à créer des moments et des instants de bonheur avec autrui. Alors voilà, on va mettre de côté la peinture pour parler du conte un petit peu. Le conte aussi, c'est ce monde magique créé par le conteur, cet environnement envoûtant qui nous transporte, qui nous emmène loin de notre quotidien. C'est un petit peu cela ou plus qui vous anime lorsque vous allez vers cette voie? D'abord, toute chose, c'est-à-dire la première des choses, il faut être passionné. Parce que pour que le spectateur rentre dans ce monde et vous suive, il faut vraiment être passionné parce qu'il y a une énergie. Oui. Il faut énormément d'énergie. Quand vous êtes sur scène, il y a que deux choses c'est-à-dire, c'est le conteur, au fait, parce que il travaille sur la corde de la sensibilité, quelque part. Il travaille, et comme le conte est thérapeutique, donc il y a le regard, il y a la gestuelle, il y a l'expression, et moi je trouve que c'est magnifique, parce que moi, personnellement, quand je suis sur scène, et j'ai un public, moi je m'évade. Oui, en fait, il me faut 5 minutes et après je suis dans mon monde. Oui, en tout cas. Et donc, si moi, déjà, j'arrive à m'évader, automatiquement mon public... Ça va être contagieux, je dirais. C'est contagieux, c'est vrai, cette énergie transmise par un conteur. Et donc, on reste suspendu à ses lèvres, on voyage, on rêve surtout. Donc, les enfants rêvent avec vous, les adultes aussi, parce que le conte n'est pas l'apanage des enfants. Donc, les enfants, moi j'ai eu des parents qui ont accompagné leurs parents, leurs enfants, et ils sont là, ils me disent, ça y est, c'est fini. On a passé de bons moments, vraiment. Mais, je parlerai entre parenthèses, il n'y a pas assez de spectacles, il n'y a pas assez de scènes. Oui. Donc, pour le conte, pour le conte, pour le conte, je parle du conte. Bon, je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire, il y a les associations. Vous faites partie de ces conteuses qui refusent qu'on réduise un petit peu l'importance de leur art et qu'on leur demande à chaque fois de partager une scène avec un chanteur donné. C'est-à-dire, oui, parce que on est conteur, donc on a le droit d'avoir un spectacle pendant. On assume 1h30 de spectacle. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je partagerais. Bon, un fond de musique, oui, de belles couleurs, de rentrer une dans scénographie. Parce que vous savez, il y a une courbe. Déjà,
il y a une courbe c'est-à-dire dans l'art du conte, il y a une courbe. Absolument. Donc là, vous ne pouvez pas avoir un chanteur qui vous excite toute la salle et après revenir au conte, c'est pas possible. Oui, parce que c'est pas possible. On le disait, c'est le travail sur les énergies, sur les émotions, sur la connectivité. Voilà. Donc c'est la zénitude. C'est la zénitude. Donc c'est pas possible. C'est pas possible d'être annexé à une autre expression artistique. Ça n'engage que moi. Oui, bien sûr. Ça n'engage que moi. Mais c'est un point de vue que je respecte énormément. C'est vrai que, voilà, on a besoin de scène. J'ai besoin d'une scène. Je peux partager la scène avec des conteurs. Des conteurs. Parce que c'est bien qu'il y ait plusieurs conteurs, parce que chacun a son style et chacun a sa thématique. Mais après, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes. Moi j'ai été étonnée que vous me disiez que vous étiez seulement une vingtaine de conteurs en Algérie. 23. 23. Voilà, vous avez le chiffre exact. Il y a 3 ans de ça, on s'est rassemblés, il y a 23 conteurs. C'est rien, 23 conteurs. C'est rien, ils peuvent être pris en charge, ils peuvent avoir un espace propre, ils peuvent avoir une maison du conte par exemple, quelque part. Une maison du conte, voilà. Et c'est-à-dire, je vais vous dire une chose, je ne vais pas vous mentir, c'est les associations qui font un travail énorme. Hein. Et puis dites-moi, l'Algérie, une Algérie qui n'a pas de festival de conte, aujourd'hui c'est la fête du conte, mais on n'a pas de festival de conte. Aujourd'hui, normalement, il y a un festival. Et les conteurs sont là. On entame bientôt une période de vacances scolaires où le conte aurait comblé énormément. Bien sûr. Il aurait pu avoir un espace où les familles... Excusez-moi, je vais animer des ateliers de conte pendant 15 jours, mais c'est l'initiative d'une association. Bon. Bien heureux, c'est bien, mais c'est bien de s'entraider. Il faut les bouger institutions culturelles devraient aussi jouer le jeu par rapport aux conteurs. Tout à fait. Ouais. Et des conteurs qui nous honorent quand ils sont à l'international, quand ils se déplacent. Exactement. Ils sont très appréciés dans les pays qui ont une tradition. Oui, quand vous honore à l'international, je suis bien d'accord avec vous. Mais je vais vous dire une chose. Moi, quand on m'invite à un festival, et puis qu'on me prenne en charge, ok. Bon, je paye mon billet, je fais la tournée pendant 2-3 jours, et puis après, un minimum. Voilà, c'est pas toujours gratifiant, j'ai compris. Voilà, donc moi je vous dis un truc, moi, mis à part la Tunisie, je n'ai été nulle part. Si je dois faire, puisque c'est comme ça, si on me donne 90 €, excusez-moi, eh ben moi, je préfère le faire chez moi. Et bénévolement, parce que vous le faites souvent. Je ferai du bénévolat et je n'irai pas à ces festivals. Je suis désolée, ça ne me rapporte rien. C'est un peu votre point commun, toutes les deux, c'est que vous êtes animée d'une extrême générosité. Mais je dirais qu'une générosité dont certains abusent, parce que quand on fait appel au conteur, on a l'impression qu'il va raconter gratuitement et c'est normal et c'est pas logique, effectivement. Donc moi je connais cette question et j'espère en tout cas que votre appel trouvera écho et qu'il y aura tous ces espaces d'échange. C'est-à-dire nous les conteurs, notre espoir, c'est d'avoir un lieu où on peut se rencontrer, créer, théâtraliser le conte. Le conte et la chansonnette, allier le conte, la chansonnette. Et puis, il faut transmettre, il y a une transmission. Voilà. Parce que nous, demain, après-demain, on ne sera plus ici. On ne sera plus là. En tout cas, dès que vous êtes prête, Mina Belmihoub, j'aimerais que vous nous fassiez voyager ce matin à travers une petite histoire. C'est ce que vous avez proposé en tout cas. Si vous voulez le faire maintenant, on est ravis, on serait ravis. Hein. Si vous voulez le faire dans un petit instant, c'est comme vous voulez. C'est possible. Allez-y, peut-être un petit peu moins. Je vais un peu. Vous avez 5 minutes. Vous avez quelques minutes. Je vais un peu abréger. Vous êtes d'accord? Magnifique. Hadaya, c'est le premier conte que j'ai créé et c'est mon préféré. Et à chaque fois que je suis dans un lieu et que je dois raconter, c'est le conte où je suis le plus à l'aise. Donc, c'est le conte de Chebha. Donc, قالوا ناس الزمان ما يعجبك زين الطفلة
غير إلا شفت الفعايل. دوك شبحة مسرارة، الزين الزين يدي ويجيب، واللي يشوفها ما يصبر عليها. شبحة كانت بنت السلطان ووحيدة عند باباها، كانت شاطرة، كانت عندها واحد الحيوية وش نقول لكم، لكن كانت زواقة زواقة نهار كامل وهي تعشق في روحها وتقول اليوم العيد، وتقول لك من غيري ما يلزم تكون شابة واحدة أخرى. لا علينا واحد النهار شابها خطيبها عرضها للعرس، صدقوني هي سمعت معروضة للعرس وبقات تدور 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 كي النحلة حتى لحقت لباباها. يا بابا عندي مشكل. باباها قال لها بنتي عندها مشكل؟ ايش كاين؟ وش كاين؟ وش بيها بنتي؟ يا بابا راني معروضة للعرس. قال لها وهذا مشكل؟ ماشي مشكل، روحي للعرس. قالت له يا بابا علاش ما تفهمنيش كي نتكلم معاك؟ قال لها وش كاين؟ ما فهمتكش يا بنتي. يا بابا ما عنديش وش نلبس ويلزم نكون شابة. قالت له غدوة نحب تستدعي كاع تجار المدينة يجوا يحطوا سلعتهم، وانا شابحة من تاجر لتاجر نرفد نحط حتى نلقى ما يواتيني. كيما كان الحال غد من داك غير القمر خلى مكانه والشمس طلعت، التجار كانوا لتما، وجات شابحة وكيما قالت بدات ترفد تحط وتعكي وتتمسخر باللون وتقول هذا ما يواتينيش، حتى لقات واحد القفطان وش نقول لكم مطروز كله بالذهب والمرجان. فرحت اداته لبيتها حطيته، سنات نهار العرس. من جا نهار العرس راحت للعرس، دخلت للعرس، وش نقول لكم هي دخلت والناس كلها تخزر فيها ودهشة في ذاك الزين، وهي قلت لكم زواقة زادت الحاصون تبعطرت وزعبلت، وش نقول لكم. لكن كي رجعت من العرس صبحت مريضة. باباها شاف كاع الأطباء، كل أطباء ما لقى حتى طبيب يلقى لها دواء. واحد الوقت واحد المرأة جايزة على المدينة وتقول تغرد وتقول وتضرب في البندير، يا ناس يا ناس إذا حبيتوا بنتكم شابحة تبرى يلزم خطيبها يدخل للغابة. Je vais un peu abréger parce que c'est long. خطيبها سمع هاد الشيء راح للغابة وبدا يحوس على الجبة اللي معقودة ب7 عقدات، وشي يدي شي يجيب شي يدي شي يجيب. لقى الراجل سقساه وين راهي الجبة. داك الراجل عطاله عكازة قال له يتحلك غير 2 عقدات. يا ربي والعقدات الاخرين كيفاش ندير؟ من بعد لقى الجبة، قالوا له روح الغار عين السوداء. راح الغين السوداء تما لقى المقص، رجع بالمقص. كي رجع بالمقص راح لخطيبته قطع الجبة، راح لخطيبته بالجبة لبس لها الجبة ما شاء الله وفطنت. وانا اذا حكيت هذه الحكايه حكيتها باش نقول الزوخ والغرور ماشي من طبع الانسان. هذا ما قلنا وهذا ما سمعنا. Bon, j'ai abrégé, hein, j'étais obligée. Merci. Bravo, bravo, Merci. voilà. Vous êtes créatrice de beaucoup de contes théâtraux, donc théâtralisés, je voulais dire. Donc, voilà, vous vous êtes produite dans différentes scènes, vous avez connu un bon départ avec 8 autres femmes il y a quelques années, il y a 15 ans. Ouais. Donc, c'était le début de l'aventure avec des ateliers. Et depuis, vous êtes animatrice d'ateliers de contes et vous vous produisez. Ouais. Et d'ailleurs, même avec Soraya, on avait fait
Elle avait un petit projet et puis on est allé à l'hôpital et je vous assure que c'était une belle aventure. Et pour les mamans, c'est-à-dire si je parle de ça, parce que le conte est thérapeutique. Absolument. Vous savez, quand on avait fait cette action, les mamans, on les trouvait tristes, on les trouvait pas bien. Elles étaient gardes-malades en voyant leurs enfants. C'est dire que le conte, c'est une véritable sinécure. L'art plastique, c'est aussi une sinécure. Et vous êtes très généreuse pour offrir de votre temps et de votre passion avec les malades de tous bords. Vous continuez l'expérience et l'aventure, n'est-ce pas? Merci Soraya Melouk, artiste peintre très généreuse qui a une démarche artistique particulière, qui offre ses œuvres dans les différents hôpitaux. Elle décore les hôpitaux. Et puis voilà, vous avez entendu notre conteuse aujourd'hui, Mina Belmihoub. Alors ravie de vous avoir accompagné ce matin